Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, assalamu alaikum wa rahmatullah. L'objet de ce dossier radiologique est de vous montrer le mode de raisonnement que devrait avoir un radiologue, du moins, je parle pour moi-même, face à la découverte ou dans l'exploration ou dans l'analyse d'un anévrisme intracrânien, mais aussi et surtout les points importants à préciser sur le compte rendu. Alors, sans plus tarder, je vais commencer. Il s'agit d'une jeune femme de 31 ans qui nous a été adressée pour des céphalées chroniques d'allure migraineuse unilatérale gauche associées récemment à une baisse rapidement progressive de l'acuité visuelle de l'œil gauche. Donc on a une symptomatologie qui touche de façon unilatérale la deuxième paire des nerfs crâniens, qui est le nerf optique, associé à des céphalées chroniques d'allure migraineuse unilatérale gauche. Et suite à ça, on nous a demandé une IRM cérébrale pour expliquer cette origine, cette symptomatologie. Alors sans plus tarder, je vais commencer à analyser les séquences une à une. Alors ici, on a la séquence FLAIR. Je vais analyser la séquence FLAIR, sert surtout à détecter les anomalies de signal de la substance blanche. Ici, on n'en a pas. La substance blanche est tout à fait normale. Elle sert également à rechercher des hémorragies sous-arachnoïdiennes, car la FLAIR est très sensible à la détection des hémorragies sous-arachnoïdiennes qui apparaîtraient en hyposignal des liquides cérébrospinaux qui combleraient les sillons, qui combleraient les citernes de la base, etc. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, bien sûr, je vais voir la substance blanche dans sa totalité pour pouvoir expliquer les céphalées ou retrouver une cause. Mais surtout, je vais explorer, même si ce n'est pas la séquence adaptée, d'autant plus qu'elle est en FATSAT, je vais explorer les nerfs optiques. Et dans l'exploration des nerfs optiques, ici je vois le nerf optique gauche particulièrement, parce que c'est le côté qui présente une symptomatologie. Je vois le nerf optique gauche, je vois le nerf optique droit, ici le chiasma avec la tige lymphandibulum. Et là, juste la coupe au-dessus, je vois ici une anomalie de signal qui est arrondi et qui a l'air de se projeter dans le parenchyme basifrontal gauche. Bon, ça je vais la garder à l'esprit et je vais aller aux autres séquences. Je passe à la séquence T2 transversale. Et la séquence T2 transversale, idem. Je vais explorer la substance blanche, je vais aller de la voûte du crâne vers le foramen magnum en passant par les ventricules. Je vais regarder la substance blanche, je vais regarder les sillons, il n'y a pas d'atrophie, il n'y a rien, etc. Je vais descendre, je vais regarder le mésencéphale, le tronc cérébral, etc., les cervelets, et je vais regarder également les oreilles, notamment l'oreille interne, et je vais vérifier s'il n'y a pas de comblement des cavités automastoïdiennes. Je vais regarder le foramen magnum, il est libre. Je jette un coup d'œil au niveau des sinus. Il y a ici un kyste sous-muqueux qui est tout à fait banal au niveau des sinus maxillaires, c'est rien. Et je reviens au niveau de mes nerfs optiques, puisque c'est la région d'intérêt qui présente la symptomatologie la plus alarmante. Je vois ici mes globes oculaires. Je vois ici le nerf optique gauche, même si ce n'est pas la séquence adaptée, il faudrait faire une séquence centrée sur les orbites. Ici, je vois quand même le nerf optique qui n'est pas tortueux, donc ça diminue la probabilité qu'il y ait une HIC, une hypertension crânienne. Je vois ici les espaces périoptiques qui ne sont pas significativement dilatés, c'est bilatéral, symétrique. Je suis les nerfs optiques et je tombe ici au niveau des citernes de la base. Je tombe sur cette image arrondie, vide de signal, ici, et qui est au contact du nerf optique gauche. Ici, vous voyez le chiasma optique avec le croisement des nerfs optiques. Donc ici, cette image vide de signal réalise une empreinte sur le bord interne du nerf optique gauche. Donc ça, déjà, ça évoque, de par son signal, de par son siège, et de par son effet de masse, ça évoque une origine anévrismale. Je passe à la séquence suivante, qui est la T2 sur le plan coronal. Idem, j'analyse ce qu'il y a à analyser, c'est pas l'objet de ce topo, je vais directement voir les orbites, puisqu'elles présentent une anomalie, une symptomatologie oculaire ou ophtalmique. Je suis censé analyser convenablement le contenu orbitaire, intra- et extra-orbitaire. Et ici, au niveau des orbites, notamment à gauche,
J'apprécie les muscles, il n'y a pas d'hypertrophie musculaire, il n'y a pas d'anomalie musculaire. J'évalue le signal des nerfs optiques, qui a un signal qui est identique à celui de la substance blanche, doit comparer à la substance blanche, et je vois s'il n'y a pas de dilatation des espaces périoptiques qui pourraient m'orienter vers une HIC. Je vais vers l'arrière, vers le chiasma optique, et là, qu'est-ce que je vois? Je vois au niveau en pré-chiasmatique, ici, le nerf optique gauche est soulevé par cette expansivité vasculaire vide de signal, alors que là, il est tout à fait normal, jusqu'à rejoindre le chiasma optique. Donc vous voyez ici le nerf optique qui est soulevé par cette structure vasculaire qui est juste au niveau de la clinoïde antérieure. La clinoïde antérieure. Je passe à la coupe suivante qui est la T1. La T1 sert à rechercher les hypersignaux, sert également à caractériser les lésions visibles sur les séquences flares, pour voir à quoi correspond sur la séquence T1 les anomalies visibles sur la séquence flare et T2. Ici, il n'y a rien sur le parenchyme cérébral, je vais regarder directement les orbites, en mettant du contraste entre la graisse qui est blanche et les anomalies qui devraient être le plus souvent en hyposignal. Ici, il n'y a rien au niveau orbitaire. Je vais passer directement à l'analyse du nerf optique. Et au niveau de l'analyse du nerf optique, kiff, je vois ici, idem, une anomalie de signal qui semble émaner du polygone de Willis. Je passe au plan sagittal. Le plan T1 sagittal a l'avantage d'explorer et d'analyser les éléments de la ligne médiane. C'est une séquence en spin écho. Ici, je vais profiter pour voir le nerf optique gauche. Vous voyez comment il est rectiligne, il est droit, il a une trajectoire régulière, il n'est pas comprimé, jusqu'à rejoindre ou pénétrer dans l'orbite droit. Je vais maintenant explorer le nerf optique gauche. Et le nerf optique gauche, qu'est-ce qu'il nous montre? Vous voyez ici le nerf optique gauche qui est interrompu par cette expansivité vasculaire. Ici, qui semble émaner, qui émane de la carotide interne, juste près du siphon. Donc ici, le nerf optique est interrompu par cette expansivité, donc qui explique la symptomatologie de la patiente, puisqu'elle présente un BAV progressif gauche. Très bien. Je vais continuer mon exploration en regardant la séquence T2 étoile, qui, je rappelle, sert à rechercher des hémorragies, des hématomes, tout ce qui est sang, tout ce qui est calcification. Ici, il n'y a rien. Je vais essayer de regarder à quoi correspondent ces images sur la séquence T2 étoile, l'image qu'on a vue tout à l'heure. Elle n'est pas visible, c'est normal, puisque c'est une séquence de susceptibilité, donc elle est très sensible aux artefacts, tels que l'os, tels que les métaux et tout. Donc ici, la présence d'air et d'os, qui est représentée par l'ethmoïde et le clivus, ne permet pas d'explorer la base du crâne convenablement, notamment les lobes basifrontaux. Ici, juste pour rester systématique et systématisé, je vais regarder la séquence diffusion B1000 à la recherche d'un infarctus, d'une ischémie récente, d'un infarctus récent, à la recherche d'un hypersignal. Bon, il n'y a rien. Je vais voir à quoi correspond l'image qu'on a vue sur la séquence diffusion. Ça ne correspond pas à grand chose, ça ne se manifeste pas et ça ne se traduit pas sur la séquence diffusion. Très bien. Donc, sur ces séquences, jusque-là, il n'y a rien. Alors maintenant, on va arriver à l'exploration et l'analyse de la séquence 3D-TOF, qui est la séquence d'angiographie fonctionnelle qui va nous permettre d'explorer et d'analyser l'ensemble des structures vasculaires à flux rapide, c'est-à-dire les artères. Alors vous allez me dire, est-ce que j'ai fait la séquence de façon systématique ou est-ce que je l'ai adapté à ce que j'ai vu sur le reste des séquences, parce que je savais qu'il y avait un anévrisme déjà sur les séquences T2, j'avais vu l'anévrisme, sur la séquence T1 aussi, j'avais vu l'anévrisme. Donc, est-ce que je l'ai fait pour ça ou est-ce que c'est un protocole standard? En fait, devant toute anomalie unilatérale qui touche une paire crânienne, vous devez faire une séquence 3D-TOF en gardant en tête qu'il peut s'agir d'une compression vasculaire. C'est-à-dire que vous devez, dans un syndrome de masse qui touche une paire crânienne de façon unilatérale, garder l'esprit qu'il peut s'agir d'une compression vasculaire à type d'anévrisme. Donc ça, c'est déjà un motif
qui est valable pour réaliser cette séquence. Ce qui est le cas chez cette patiente qui avait une atteinte unilatérale du nerf optique. Donc, une atteinte du 2 gauche. De plus, cette patiente présente des céphalées chroniques et devant des céphalées, on doit explorer les vaisseaux à la recherche de vascularites. Et les vascularites qui touchent les vaisseaux de moyen et de gros calibre, on peut les mettre en évidence sur la séquence 3D TOF en recherchant des successions de sténose, dilatation, etc. Ok, donc déjà, que pour ces deux causes, votre 3D TOF est justifié, largement justifié. Ici, je savais, ou je sais, j'ai vu qu'elle avait un anévrisme. Donc je l'ai réalisé de manière sans trop réfléchir et déjà elle était déjà incluse dans le protocole standard dès qu'on voit la demande, et c'est pourquoi on rappelle aux cliniciens que préciser ce qu'a le patient sur la demande est très important dans l'élaboration des protocoles IRM, puisque les protocoles IRM sont basés sur la clinique et secondairement sur ce qu'on retrouve, nous, à l'examen direct. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a à savoir par rapport à la 3D TOF, à sa réalisation? Et là, je parle de la 3D TOF dans le cas de l'exploration des anévrismes intracrâniens. Je ne parle pas de la 3D TOF dans le cas de l'exploration d'une fistule durale où le box doit comprendre tout et l'ensemble du crâne. D'abord, vous devez savoir que le mode de découverte d'un anévrisme intracrânien peut être fait de 4 façons. Le premier mode, enfin, l'un entre autres, le premier mode, c'est dans le cadre du dépistage. On peut découvrir un anévrisme dans le cadre du dépistage, par exemple, quelqu'un qui présente dans la famille une maladie qui est propice au développement, qui favorise le développement des anévrismes intracrâniens, il a de fortes chances qu'il ait lui aussi des anévrismes intracrâniens. Donc il y a certaines étiologies dans lesquelles on recommande la réalisation d'une 3D TOF puisqu'elle est anodine, contrairement à l'angiographie ou l'angio-CT, angio-scanner. Donc on fait des 3D TOF de dépistage. Le deuxième mode de révélation, de découverte, c'est la découverte fortuite, c'est-à-dire qu'on fait une IRM pour une cause, par exemple des céphalées, ou par exemple, je sais pas, une IRM orbitaire, et qu'on retrouve de façon fortuite un anévrisme intracrânien. Le troisième mode de révélation, c'est dans le cas de l'exploration d'une hémorragie sous-arachnoïdienne, et ce mode de révélation représente le mode le plus fréquent, puisqu'il s'agit de rechercher spécialement des anévrismes qui seraient à l'origine de cette hémorragie sous-arachnoïdienne. Et le quatrième et dernier mode de révélation des anévrismes, c'est le syndrome de masse, comme c'est le cas chez cette patiente où il y a un effet de masse sur la deuxième paire crânienne gauche, qui est le nerf optique. Donc, effet de masse, on doit rechercher sur une paire crânienne, on doit faire une 3D TOF à la recherche d'une structure anévrismale. Très bien, alors ce qu'il y a à savoir aussi, c'est que il y a deux types d'anévrismes. Il y a les anévrismes qu'on appelle intraduraux et les anévrismes qu'on appelle extraduraux. Quelle est la différence? Les anévrismes intraduraux sont des anévrismes dont le sac ou le collet n'est pas recouvert de durmère. C'est-à-dire que leur saignement va engendrer une hémorragie sous-arachnoïdienne. Et toute hémorragie sous-arachnoïdienne est grave et potentiellement mortelle, contrairement aux hémorragies extradurales. Par exemple, un anévrisme qui est en extradural, c'est-à-dire qui est recouvert de durmère, lorsqu'il va saigner, il ne va pas engendrer d'hémorragie sous-arachnoïdienne puisque c'est un espace autre, c'est un espace extradural, et que l'hémorragie qu'il va provoquer n'est pas aussi grave et aussi abondante. Comment savoir s'il est intra ou extradural? Il y a des régions, par exemple, ici, le foramen magnum sert de séparation entre l'espace intradural, c'est-à-dire qui donne dans les cavités des espaces sous-arachnoïdiens, et l'espace extradural qui est l'espace périmédulaire, etc. Donc, ici, un anévrisme, par exemple, qui va survenir sur une artère vertébrale n'aura pas le même pronostic, ni la même prise en charge lorsqu'il sera en dessous du foramen magnum et lorsqu'il sera au-dessus du foramen magnum, du niveau du foramen magnum. Pourquoi? Parce que l'un sera en position intradurale, donc son saignement va être potentiellement grave, et l'autre va être extradural, donc son saignement sera très très peu grave. Idem pour la région
la région du sinus caverneux. Ici, vous êtes au niveau du sinus caverneux. Un anévrisme qui siège au niveau du sinus caverneux est en position extradurale, puisqu'il est recouvert de durmère. Alors qu'un anévrisme qui siège au-dessus du sinus caverneux est dit intradural et il est potentiellement grave, puisque son saignement va engendrer une hémorragie sous-arachnoïdienne, potentiellement mortelle. Donc, il est très important de distinguer les anévrismes intraduraux des anévrismes extraduraux, et c'est valable pour le niveau du foramen magnum, ici, et pour le sinus caverneux, qui est ici. Donc, les deux sont intracrâniens, mais certains seront intraduraux, d'autres seront extraduraux, et ce sera important de préciser. Alors, pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que, tout simplement, la réalisation d'une séquence 3D TOF dans le cadre de l'exploration d'anévrismes intracrâniens doit obéir à des règles. Et parmi ces règles, c'est que cette séquence doit absolument contenir les structures vasculaires suivantes, c'est-à-dire qu'elle doit absolument recouvrir et couvrir les artères péricalleuses et les artères vertébrales intracrâniennes, c'est-à-dire lorsque pénètre le foramen magnum. Donc votre box de 3D TOF, lorsqu'il sera centré, lorsque vous ferez le centrage, et là je m'adresse au manipulateur ou même au radiologue, lorsque vous ferez votre centrage, vous devrez inclure de là au foramen magnum, c'est-à-dire que le foramen magnum devra apparaître sur votre séquence. De ce fait, vous ne pourrez pas manquer les artères vertébrales intradurales, et vous devrez inclure, il devra inclure les artères péricalleuses. Au cas contraire, vous pourrez manquer des anévrismes de l'artère péricalleuse, des anévrismes de l'artère vertébrale à son origine, c'est-à-dire en distalité. Et pour ce faire, comme vous savez que nous rencontrons deux problématiques, c'est que le box de 3D TOF est très réduit, il est de quelques centimètres. Et si vous l'allongez, si vous l'augmentez, si vous privilégier une couverture plus grande, ça va augmenter le temps d'acquisition qui est déjà élevé à la base, qui est de 4, 5, voire 6 minutes. Et plus vous augmentez le temps, plus le patient risque de bouger, et s'il bouge, la séquence sera foutue, donc vous serez obligé de la refaire. Donc, il faudra trouver un compromis entre la qualité d'image, le temps d'acquisition, et la largeur et la hauteur du box, la couverture des structures. Donc, ce qui est admis de faire, c'est de prendre le box habituel, mais de ne pas le disposer sur un plan transversal bicalleux. Non, orientez-le plutôt vers le bas, de haut en bas, d'avant en arrière, de cette façon. Ok, de sorte à couvrir, parce qu'ici il n'y a pas de vaisseau à explorer. Donc, vous devrez l'orienter de cette façon, de sorte à couvrir l'ensemble de ces structures, y compris le foramen magnum. C'est vrai que ce sera une séquence, une 3D TOF inclinée, mais vous pourrez toujours vous rattraper par les reconstructions multiplanaires. Ici par exemple, sur cette 3D TOF, vous pouvez voir que on a inclus dans notre centrage le foramen magnum avec les artères, avec l'artère vertébrale, la gauche, la droite, puis le tronc basilaire, et on remonte jusqu'aux artères péricalleuses. Ici, donc, on a pris pratiquement tous les vaisseaux à analyser. Okay, sur un plan sagittal, ça donne ça, et si on prend un BIP, si en MIP avec une épaisseur de 80 mm par exemple, vous voyez qu'on a pris pratiquement l'ensemble l'ensemble des vaisseaux à explorer, de sorte à ne pas rater d'anévrisme ou de structure anévrismale susceptible de saigner dans l'espace sous-arachnoïdien. Même si ici, bon, ça a été un petit peu coupé, ici également, mais c'était un compromis à faire, et d'autant plus qu'on savait qu'il y avait un anévrisme au niveau de cette région. Très bien, maintenant explorons la séquence 3D TOF. Et moi j'ai pour habitude, pour détecter d'abord les anomalies vasculaires artérielles, au niveau notamment du polygone de Willis, j'ai pour habitude d'explorer les coupes natives en premier, puis regarder les coupes en rendu volumique ou MIP.
Donc je vais prendre les coupes natives transversales, je vais quand même utiliser le mode MIP, le mode MIP à 4 ou 5 mm, ici je vais faire 4 mm, et là je vais explorer de bas en haut mes structures vasculaires. Alors la chose qu'il y a à comprendre et à savoir, c'est que vous devez impérativement apprendre la classification et la segmentation de l'artère carotide interne quand il s'agit des anévrismes. En fait, il y a deux types de segmentation de l'artère carotide interne. Il y a la segmentation de Boutillier et il y a la segmentation de Fischer. En fonction du médecin référent avec lequel vous travaillez, vous pouvez utiliser l'une ou l'autre des classifications, mais normalement on devrait les connaître les deux. Moi j'ai pris celle de Boutillier qui divise l'artère carotide en 7 segments. C1, C2 jusqu'à C7. Alors, le segment C1 de la carotide interne, selon Boutillier, c'est le segment cervical. Ici, il n'est pas visible puisqu'on est directement en intracrânien. Ici, qu'est-ce que je vois? Je vois en fait le segment 2, le segment C2, qui est le segment intrapétreux, la carotide pétreuse, avec sa partie verticale et sa partie horizontale. Ensuite, lorsque j'avance, je trouve ici, je suis au niveau du segment C3, qui est le segment lacérum. Pourquoi lacérum? Parce que c'est à ce niveau que la carotide interne va passer au-dessus du foramen lacérum ou du trou déchiré antérieur, puis va monter, va réaliser une coudure vers le haut, ce qu'on appelle un genou, une coudure vers le haut, pour monter vers le sinus caverneux et pour nous donner le segment C4, qui est la carotide caverneuse. Et le segment C4 et la carotide caverneuse présentent deux coudures. Une coudure en arrière, bon je vais zoomer pour mieux voir. Vous avez une coudure en arrière et une coudure en avant, qu'on appelle le genou antérieur et le genou postérieur. Le genou antérieur va se continuer par une convexité, ce qu'on appelle le siphon carotidien, c'est ça qu'on appelle le siphon carotidien, et qui va donner le segment clinoïdien. Au niveau de ce siphon, vous avez le segment clinoïdien. Pourquoi clinoïdien? Parce que si vous voyez, si on voit bien ici au niveau de la coupe coronale, de la reconstruction coronale, vous voyez que la carotide, au niveau de son genou antérieur, passe juste à côté de cette structure osseuse qui est la clinoïde antérieure, qui est de part et d'autre, qui est en position paracellaire, ou en antérieur, la paroi antérieure de la selle turcique. Donc très bien. Ici, vous avez le segment clinoïdien, qui est le segment C5, qui est suivi par le segment ophtalmique, ou le segment C6. Pourquoi on l'appelle ophtalmique? C'est parce que souvent, c'est à ce niveau que part ou qu'émerge l'artère ophtalmique pour aller vers l'œil. Et ici, on arrive à voir l'artère ophtalmique, on arrive à la deviner ici à droite, et on arrive à bien la voir ici à gauche. Ensuite, on parlera des détails plus tard. Ensuite, après le segment C6 qui est le segment ophtalmique, vous avez le segment communicant qui est le segment C7 qui est le dernier segment de la carotide interne, puisque au-delà du segment communicant, pourquoi on l'appelle communicant? Parce que c'est à ce niveau que s'insère, qu'émerge l'artère communicante postérieure. Et c'est à ce niveau qu'apparaissent, que l'artère carotide interne se divise pour donner l'artère cérébrale moyenne gauche et l'artère cérébrale antérieure gauche, plus précisément son segment ACA1. Très bien, donc connaissant la segmentation selon Boutillier ou selon Fischer de l'artère carotide interne, vous devrez rechercher vos anévrismes en analysant segment par segment toutes les structures vasculaires que vous aurez, et ça ne se limite pas à la carotide interne. Vous devrez examiner également de la même façon l'artère cérébrale moyenne avec ses segments M1, M2 jusqu'à M3 et voire M4. Également l'ACA avec son segment ACA1, A2, etc. Également pour le tronc basilaire, pour les artères vertébrales, le tronc basilaire, les ACP, le polygone de Willis avec les communicantes postérieures, communicantes antérieures aussi également, qui sont le siège électif d'apparition des anévrismes. Autre conseil, n'utilisez pas une épaisseur de coupe
trop élevé. Sinon, vous n'arriverez pas à distinguer convenablement les différents segments vasculaires. Ici, par exemple, si je MIP à 15, si je choisis une épaisseur de coupe à 15, vous voyez que tous les vaisseaux sont entremêlés, donc je n'arrive pas à savoir si ça c'est un anévrisme, alors qu'il s'agit de la superposition du siphon carotidien droit avec l'ACM droite, etc. Donc, ne pas utiliser un MIP trop élevé, utiliser plutôt du 4 mm ou du 5 mm, de sorte à pouvoir analyser chaque segment sans qu'il soit superposé avec un autre vaisseau qui lui est adjacent. Très bien, abordons maintenant ce qu'il y a lieu de mentionner sur le compte-rendu par rapport à l'anévrisme qu'on aura retrouvé et comment le caractériser, quelles sont les notions à décrire concernant cet anévrisme. D'abord et avant tout, il faudra savoir que la séquence de 3D TOF n'est pas une séquence morphologique, ce n'est pas comme une angiographie ou un angioscanner, c'est une séquence fonctionnelle. Ça veut dire qu'elle est basée sur la vitesse des flux. Et ça veut dire que toute structure qui présente un certain seuil de vitesse de flux va apparaître en blanc sur la séquence 3D TOF. Et en l'occurrence, les artères qui ont une vitesse de flux qui est quand même considérable vont apparaître sur la séquence 3D TOF. La compréhension de ce phénomène et de ce principe doit attirer votre attention sur le fait que si il existe un trouble circulatoire, ou des zones de turbulence en une zone donnée, ou un ralentissement de flux en une zone donnée, en l'occurrence dans un anévrisme par exemple, si le flux y est ralenti, il se peut que cet anévrisme ne soit pas visible sur la séquence 3D TOF. Non pas qu'il n'existe pas, si vous faites un angioscan, ou si vous faites une angiographie, ou si vous faites une séquence injectée, une 3D MPRage injectée, vous arriverez à le voir. Par contre, sur la séquence 3D TOF, qui est basée sur la vitesse des flux, puisque son flux est ralenti, il pourra ne pas apparaître sur la séquence 3D TOF. Donc, mettez-vous ça bien à l'esprit, et c'est pourquoi la séquence 3D TOF n'est pas aussi sensible que l'angioscanner ou l'angiographie qui, elle, offre une très bonne et une excellente résolution spatiale, notamment pour la détection et la caractérisation des anévrismes. L'avantage de la 3D TOF, c'est qu'elle est anodine. On n'a ni besoin de produits de contraste, et l'IRM n'est pas basé sur les rayons X, il n'y a pas de radiation et tout. Donc le seul inconvénient, c'est la claustrophobie si les personnes sont claustrophobes. Donc mettez-vous bien ça en tête, que la 3D TOF est une séquence fonctionnelle basée sur la vitesse des flux et non pas sur la morphologie des vaisseaux. Très bien, après avoir dit ça, quels sont les éléments importants à mentionner sur le compte-rendu concernant l'anévrisme qu'on a détecté? Alors, en premier, on devra préciser le siège de l'anévrisme. Préciser et mentionner avec précision le siège exact de l'anévrisme. Ici, cet anévrisme siège au niveau du segment C6, c'est-à-dire le segment ophtalmique de l'artère carotide interne gauche. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, préciser si cet anévrisme est un anévrisme saculaire ou un anévrisme fusiforme, car le neurochirurgien, par exemple, ou le médecin référent ne saura pas si vous parlez d'un anévrisme saculaire ou fusiforme. Ici, il est clairement question d'un anévrisme saculaire puisqu'il a un collet, alors que l'anévrisme fusiforme est un anévrisme qui est défini par une perte du parallélisme des parois de ce vaisseau avec élargissement de son diamètre. Troisième point, c'est de décrire le siège exact d'implantation de l'anévrisme lorsqu'il est, c'est un anévrisme saxiforme, de préciser exactement son siège d'implantation par rapport à la paroi sur laquelle il se développe. C'est-à-dire, est-ce qu'il s'agit de la paroi supérieure, est-ce qu'il s'agit de la paroi latérale, médiale, inférieure, etc. par rapport au vaisseau. Et pour préciser cela, on doit s'aider des trois plans de l'espace, c'est-à-dire le plan sagittal, le plan coronal et le plan axial de la séquence 3D. Ça, on le verra plus tard. En quatrième, on devra préciser l'orientation de l'anévrisme, c'est-à-dire où est-ce que la tête, où est-ce que le fundus, le fond du sac regarde. Est-ce qu'il regarde en avant? Est-ce qu'il regarde en interne? Est-ce qu'il regarde en dehors? Est-ce qu'il est orienté en arrière? Ici, il est clair qu'il est orienté
en avant, il est orienté également sur le plan coronal en haut. Vous voyez qu'il est orienté en haut et il est orienté en dedans. Vous voyez qu'il est orienté en dedans vers la ligne médiane. Et ça aussi, on devra céder des coupes, des reconstructions multiplanaires. En quatrième lieu, on devra préciser et décrire ses contours, les contours de cet anévrisme. Ici, vous voyez que les contours sont réguliers. On devra rechercher des irrégularités des contours de l'anévrisme et on devra rechercher également un sac anévrismal, un faux anévrisme implanté sur cet anévrisme. Ces deux critères, c'est-à-dire l'irrégularité des contours ou la présence d'un faux anévrisme implanté dans l'anévrisme, sont des signes d'instabilité, font de cet anévrisme un anévrisme instable qui est très sujet à une rupture. Donc, la prise en charge thérapeutique est relativement urgente. En cinquième lieu, il faudra prendre les mensurations de cet anévrisme. Et pour mesurer l'anévrisme, on devra mesurer ses grands axes, c'est-à-dire sa longueur, sa largeur et sa hauteur en s'aidant des différents plans, mais surtout mesurer le collet anévrismal. Le collet, c'est-à-dire l'attachement du sac anévrismal à la paroi vasculaire sur laquelle il s'implante. Le collet anévrismal qui est très importante. Ça, c'est le cinquième point. Et juste une petite remarque par rapport aux mesures, il faut éviter de mesurer les anévrismes sur des rendus volumiques. Privilégier plutôt parce que les rendus volumiques surestiment les mensurations, notamment pour ce qui est du collet. Il faudra privilégier les reconstructions MIP, comme c'est le cas ici, où vous pourrez mesurer sur les séquences MIP la hauteur, la largeur, etc. etc. En sixième, il faudra préciser, je ne sais plus si je suis en sixième ou en cinquième, en sixième, il faudra préciser s'il n'y a pas de vaisseau qui émane de cet anévrisme, chose qui est très importante pour la prise en charge thérapeutique, car s'il y a un vaisseau important qui émane de cet anévrisme, si vous l'embolisez ou si vous le coilez, il y aura risque de stopper l'irrigation de l'organe auquel est destinée l'artère qui émane de cet anévrisme. Ici, par exemple, on voit très bien qu'il y a au niveau du collet anévrismal, vous voyez ici le collet anévrismal, l'anévrisme, vous voyez ici le collet, vous voyez très bien qu'il y a l'émergence ici de l'artère ophtalmique, qui est probablement l'artère ophtalmique. Elle émerge du collet anévrismal, elle semble émerger du collet anévrismal. Ça, il faudra le mentionner. Ensuite, en angiographie, bien sûr, il peut s'agir, ici, en 3D TOF, il peut s'agir d'un volume partiel, peut-être qu'elle émane d'ici ou de là. L'angiographie sera plus claire et plus précise sur ce point. Donc, il faudra préciser, est-ce qu'il y a une artère qui émane, comme c'est le cas ici chez cette patiente où il y a l'artère ophtalmique qui émane du collet anévrismal. Septième et dernier point, c'est de décrire les rapports anatomiques de cet anévrisme. Et là, les rapports anatomiques sont clairement le nerf ophtalmique, le nerf optique qui passe juste en dehors de ce sac anévrismal, chose qu'on peut très mal apprécier sur la séquence 3D TOF puisqu'il s'agit d'une séquence vasculaire, mais qu'on pourra parfaitement explorer et apprécier sur la séquence injectée ou sur des séquences coupe fine de type T2. Donc on verra ça plus tard. En pratique, donc, qu'est-ce qu'on fait? On MIP à 4 mm. On décrit le siège exact de l'anévrisme. Ici, on avait dit il siégeait au niveau du segment C6, c'est-à-dire du segment ophtalmique de la carotide interne gauche. Ensuite, on va décrire son siège exact d'implantation et dans ce cas, on devra utiliser les différents plans de reconstruction qu'on va MIPer à 20 mm environ, qui est le siège exact, qui est l'épaisseur optimale. Je vais ici MIPer également sur le plan sagittal à 20 mm. Et ici, je vois que mon anévrisme pointe, par exemple, sur les coupes coronales, je vois que mon anévrisme pointe en dedans. Il pointe en dedans. Il pointe sur les coupes sagittales, il pointe en haut
et en avant. Et sur les coupes axiales, il pointe également en dedans et en avant. Et je pourrais mesurer tout ça, je pourrais le mesurer sur ces plans. Ok? Je pourrais également m'aider des coupes 3D. Et les coupes 3D, je vais les faire en coupe volume entier, puis en MIP, je vais MIPer pour que ça me donne cette reconstruction 3D qui me permettra facilement de me reconnaître et de me repositionner dans l'espace, etc. Ok, donc ça c'est les rendus volumiques 3D. Maintenant, sur quelle portion se développe l'anévrisme, sur quelle paroi exactement se développe l'anévrisme? Il se développe au niveau de la paroi supéro-interne du segment ophtalmique de la carotide interne gauche. Donc, au niveau de la paroi supéro-interne du segment ophtalmique de la carotide interne gauche. Ça, c'est pour être précis et exact dans la description du siège du sac anévrismal, en précisant bien sûr ses mensurations, son collet et le diamètre de l'artère afférente. Donc après tout ça, j'aurai exploré le siège exact, l'implantation, les mensurations, le collet, les contours du sac anévrismal, la paroi, sa paroi. Est-ce qu'il y a un vaisseau qui émerge? Oui, il y a l'artère ophtalmique probablement qui émerge du collet. Maintenant, il me reste à préciser les rapports anatomiques. Et pour les rapports anatomiques, je vais me diriger vers la séquence injectée, qui est la séquence 3D MPRage de la séquence T1 écho de gradient en 3D. Et pour la séquence 3D MPRage, vous voyez ici que l'acquisition est en coupe sagittale. Je passe au mode MPRage puisque volumique 3D. Et là, je passe au plan axial. Et au plan axial, qu'est-ce que j'ai? J'ai mes vaisseaux qui sont visibles ici, là, la carotide interne avec sa portion pétreuse, foramen lacérum, caverneuse, ici le siphon carotidien, et au niveau de du segment ophtalmique, je retrouve mon anévrisme qui est ici, qui est là, et la lumière est complètement rehaussée, donc ça correspond à ce que je voyais sur la séquence de flux. Alors la séquence MPRage, T1 est une séquence morphologique, donc tout ce qui se rehausse, c'est ce qui est visible, ok? Donc ici je vois mon anévrisme, et je vois ici qu'il passe au niveau, en dedans du nerf optique. Donc je vais faire une coupe qui va passer par le nerf optique, je vais faire un plan de coupe qui passe par le nerf optique, ici par exemple, j'ai mon anévrisme, je vais incliner le plan de coupe selon l'orientation du nerf optique, et là vous voyez sur ces images les deux nerfs optiques qui rejoignent le chiasma, et vous avez ici l'anévrisme qui comprime et qui réalise une empreinte sur le nerf optique gauche. Donc ça, on doit le mentionner examen, les rapports, et cet anévrisme est directement responsable de la symptomatologie de la patiente. Je peux également rechercher sur la séquence 3D T1 Space. Alors, qu'est-ce qu'elle a comme particularité cette séquence? Elle a pour particularité de garder la lumière vasculaire en noir. C'est ce qu'on appelle la Black Blood Sequence. Vous voyez ici que les carotides sont tout à fait noires. La lumière est tout à fait noire, alors que j'ai injecté du produit de contraste. Ici, vous voyez votre anévrisme qui est parfaitement visible et visualisable et analysable. Idem ici, je vais me mettre sur le plan du nerf optique, que j'arrive à voir ici. Je vais me mettre sur le plan. Donc, je vais incliner mon plan de coupe de cette façon, de sorte à voir les nerfs optiques à ce niveau. Vous voyez ici l'empreinte qui est réalisée sur le nerf optique gauche par l'anévrisme. Ça, je l'avais déjà vu sur la 3D MPRage. Donc c'est pas nouveau et ça m'a rien rajouté. La particularité de cette séquence, c'est qu'elle vous permettra d'objectiver ou de mettre en évidence
ici vous voyez l'anévrisme, elle vous permettra de mettre en évidence un rehaussement de la paroi anévrismale. Et quand est-ce qu'il y a un rehaussement de la paroi anévrismale? C'est dans les anévrismes qui ont saigné, les anévrismes qui ont été rompus. Donc vous allez me dire que bon, un anévrisme rompu, c'est évident, ça donnera une hémorragie sous-arachnoïdienne, etc. Donc quelle est la valeur de ce signe, puisqu'on saura que ce sera lui qui s'est rompu? Non, l'intérêt de cette séquence, c'est que lorsque vous avez de multiples anévrismes, vous avez une hémorragie sous-arachnoïdienne, vous avez 3, 4, 5 anévrismes intracrâniens et vous ne savez pas lequel a saigné. Bon, certes, l'hémorragie sous-arachnoïdienne a une valeur localisatrice, mais quand l'hémorragie est abondante, elle n'a plus de valeur. Vous retrouverez de l'hémorragie sous-arachnoïdienne partout, comblant l'ensemble des citernes. Donc, l'une des façons de reconnaître quel anévrisme a saigné ou aura saigné, c'est d'utiliser une séquence 3D space, une T1 3D space, pour rechercher un éventuel rehaussement de la paroi anévrismale. Ici, l'anévrisme n'est pas du tout rehaussé. La paroi ne se rehausse pas, donc il est tout à fait stable et n'a pas du tout saigné. Si vous retrouvez un rehaussement pariétal, parmi les 3 ou 4 ou 5 anévrismes que vous aurez retrouvés, c'est que c'est cet anévrisme qui aura saigné. Donc c'est une séquence d'importance capitale lorsque vous trouvez plusieurs anévrismes et que vous ne savez pas lequel d'entre eux est le plus instable et lequel d'entre eux a saigné, puisque c'est important pour la prise en charge thérapeutique, puisque s'il saigne une deuxième fois, ça serait fatal. C'est souvent fatal lors du deuxième saignement. Donc voilà pour les séquences injectées. Alors, est-ce qu'on doit s'arrêter là dans l'exploration? Non. Il faut savoir que les anévrismes sont multiples dans 20% des cas, c'est-à-dire que chez un patient sur 5 chez qui vous découvrez un anévrisme, les anévrismes sont multiples, il en a plusieurs. Donc chez cette patiente, on ne devra pas se contenter de cet anévrisme, il ne doit pas constituer l'arbre qui cache la forêt. Donc on devra rechercher d'autres anévrismes et explorer, analyser avec plus de minutie le reste de l'arbre artériel vasculaire. Et c'est ce que j'ai retrouvé ici en explorant le segment A2 de l'artère cérébrale antérieure droite. Vous voyez ici l'artère cérébrale antérieure, vous voyez ici il y a un petit sac anévrismal à ce niveau. Est-ce qu'il s'agit d'un petit sac anévrismal qui mesure environ 2 mm, 3 mm? Est-ce qu'il s'agit d'un infundibulum? Est-ce qu'il s'agit d'un petit sac anévrismal? Est-ce qu'il s'agit d'un croisement artériel? Sur les séquences 3D, qu'est-ce que je retrouve? Je retrouve cette image d'addition ici, qui a une forme triangulaire mesurant environ 3 mm, au niveau du segment A2 de l'artère cérébrale antérieure droite. Donc, est-ce qu'il s'agit d'un anévrisme, d'un infundibulum ou d'un croisement artériel? Il n'y a pas de vaisseau qui émane de cet anévrisme, donc c'est probablement pas un infundibulum, donc reste à voir si c'est un anévrisme ou un croisement vasculaire. Pourquoi je parle de croisement? Parce qu'ici, sur les séquences natives, qui je le répète, sont très importantes, il semble y avoir une continuité de ce petit anévrisme avec une artère qui est en direction frontale. Donc il faudra le mentionner pour que, en cas d'angiographie, il s'y attarde et explore cette région particulièrement. C'est tout pour ce dossier, mais avant de terminer, je voudrais poser deux questions, ou parler de deux réflexes. La première, ou le premier, c'est: est-ce qu'il y a eu hémorragie méningée ou hémorragie sous-arachnoïdienne chez cette patiente? Est-ce que les céphalées qu'elle a présentées, l'accentuation de ces céphalées dont elle a parlé, était en rapport avec une hémorragie sous-arachnoïdienne ou avec un anévrisme? D'abord, il faut savoir que la corrélation entre céphalée et anévrisme non rompu n'est pas valable. Enfin, c'est discuté. Tant qu'on n'a pas mis en évidence l'hémorragie sous-arachnoïdienne, on ne peut pas imputer ces céphalées à l'anévrisme. Okay, donc c'est l'hémorragie qui provoque les céphalées, non pas l'anévrisme à lui seul. Un anévrisme non rompu ou de découverte fortuite n'est pas une urgence, n'est pas une bombe à retardement. Faut cesser d'alarmer les patients. Donc ici, le réflexe, c'est devant tout anévrisme, rechercher une hémorragie sous-arachnoïdienne. Et la meilleure séquence pour la recherche des hémorragies sous-arachnoïdiennes de moins de 5 jours,
c'est la séquence flaire, dans laquelle on devrait rechercher un hypersignal des sulcus, des sillons et des citernes de la base, tout en s'affranchissant des artefacts de flux de la séquence flaire qu'on verra sur les séquences de base en IRM encéphalique plus tard. Autre chose, il faudra toujours coupler l'analyse de la séquence flaire à l'analyse de la séquence T2 étoile, qui est très sensible aux hémorragies. Bon, on va pas rechercher une hémorragie sous-arachnoïdienne, mais on va rechercher des séquelles d'hémorragie sous-arachnoïdienne, à savoir une hémosidérose par exemple, chose qui est très très peu probable vu que les ruptures d'anévrisme donnent des hémorragies aiguës, des hémorragies uniques, une fois dans le temps, ou au plus 2 fois ou 3 fois dans le temps, alors que l'hémosidérose se voit lorsqu'il y a des hémorragies répétées, comme dans la l'angiopathie amyloïde. Ici, il n'y a pas de signe de saignement, il n'y a pas d'anomalie de signal linéaire ou punctiforme en projection des sillons corticaux, notamment au niveau de la base, même si la base est difficilement explorable en séquence T2 étoile. Ça, c'était le premier réflexe. Est-ce que l'anévrisme a saigné ou pas? Est-ce qu'il y a des signes de saignement ou pas? Le deuxième réflexe, il nécessite tout un cours, car c'est très compliqué à expliquer dans une démonstration. Le deuxième réflexe, ou la deuxième question à vous poser, avant de tout vous poser, avant tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est la particularité, c'est le siège particulier de ce type d'anévrisme. En fait, il y a une définition qui dit que tout anévrisme qui siège au niveau du segment C4, C5 ou C6 de la carotide interne sont des anévrismes qu'on appelle anévrismes paraclinoïdiens. Pourquoi paraclinoïdiens? Je vous ai dit parce qu'ils se développent à proximité de l'apophyse clinoïde antérieure. Alors la particularité de ces anévrismes, c'est qu'ils peuvent être intraduraux et extraduraux. Donc je vous pose la question, est-ce que cet anévrisme est intradural ou extradural? Et je vous rappelle que la différence, c'est que s'il est intradural, c'est qu'il y a un risque d'hémorragie sous-arachnoïdienne, donc potentiellement grave, voire mortel. Et s'il est extradural, c'est-à-dire qu'il siège dans le sinus caverneux, c'est qu'il a un risque minime de saignement, et même s'il saignait, il n'engendrerait pas d'aussi graves conséquences. Donc c'est important pour des anévrismes paraclinoïdiens de préciser s'ils sont intra ou extraduraux. Alors, comment le savoir si c'est intradural ou extradural? Alors, il y a des repères. Il faut connaître l'anatomie de cette région. Et il y a des repères directs et des repères indirects. Le repère direct, c'est de repérer l'anneau distal dural. C'est quoi l'anneau distal dural? L'anneau distal dural, c'est l'orifice par lequel passe la carotide de sa portion intracaverneuse à sa portion extracaverneuse. C'est-à-dire qu'elle passe du sinus caverneux, elle traverse l'orifice ou l'anneau distal dural pour pénétrer dans l'espace sous-arachnoïdien ou dans les citernes de la base. Donc la limite ou la frontière entre l'espace intra et extradural, c'est l'anneau distal dural. Est-ce qu'il est visible? Donc ça, c'est un repère direct. Il n'est pas toujours visible, et lorsqu'il est visible, il est difficilement visible et sur des séquences spécifiques, qui sont la séquence Fiesta ou séquence 6 sur Siemens, Fiesta sur GE, ou alors en s'aidant de coupes qu'on dit des plans paraclinoïdiens, qui sont des coupes T2, comme les T2 utilisés pour le protocole hypophysaire. J'y reviendrai plutôt. Les deuxièmes repères, ce sont des repères indirects, qui sont l'artère ophtalmique, comme ici, et il y a l'apophyse clinoïde antérieure. Alors, pourquoi l'artère ophtalmique? On dit que l'artère ophtalmique naît en aval, c'est-à-dire qu'elle naît le plus souvent en aval, en distalité de l'anneau distal dural. Donc, tout anévrisme qui siège en aval de l'artère ophtalmique est situé au-dessus de l'anneau distal dural, c'est normal. Et tout anévrisme qui siège en avant ou en amont de l'émergence de l'artère ophtalmique
est situé probablement en amont de l'anneau distal dural et donc est probablement intradural. Sauf que il existe dans 10% des cas où l'artère ophtalmique est située en amont de l'anneau dural distal. Donc ça ne représente pas de repère fiable dans 10% des cas et donc on ne peut pas s'y référer souvent. Mais ça nous permet de nous aider. Ici dans ce cas, l'artère ophtalmique est située au niveau de émerge du sac anévrismal. Donc bon, elle est au niveau. Bon, on va pas se servir de repère. Donc c'est probablement en dehors de l'anneau distal dural, mais bon, on va pas se servir de repère. Le deuxième repère indirect, c'est le niveau de la clinoïde antérieure. Ici, on voit nettement que l'anévrisme, le sac anévrismal, siège au-dessus du niveau de la clinoïde antérieure. Vous voyez ici la clinoïde, elle est là, et l'anévrisme siège largement au-dessus du niveau de la clinoïde antérieure, ce qui veut dire que cet anévrisme est de siège intradural. Donc s'il se rompt, il va se rompre dans les espaces sous-arachnoïdiens et va donner une hémorragie sous-arachnoïdienne potentiellement grave, voire mortelle. Donc il faudra le retenir. Bon, supposons qu'on ne soit pas dans ce cas où il est en situation supraclinoïdienne, nette et franche, etc. Comment aurait-on fait s'il était en situation ici? Par exemple, cet anévrisme était là. Est-ce qu'il serait intradural, est-ce qu'il serait intradural, recouvert par l'espace sous-arachnoïdien, etc. Ou est-ce qu'il serait en extradural, donc aucun risque, donc non traitable, on ne va pas traiter, etc. Donc, pour définir ceci, on a dû recourir à différentes séquences qui sont les T2 sur les deux plans, coronal et sagittal, centrés sur les clinoïdes, centrés sur la loge cellaire et paracellaire, avec des plans de coupe qui sont perpendiculaires au diaphragme cellaire, au diaphragme hypophysaire, et sur des plans sagittal T2 en coupe fine, avec un espace intercoupe qui est de 0. Très bien. Ça, je ne l'ai pas fait sur cette patiente. Par contre, il existe une autre méthode qui est, d'après les articles meilleurs et fiables, qui sont les 3D6 ou les 3D Fiesta avec injection de produits de contraste gadoliné. Alors, moi, j'ai fait une séquence 6 pour cette patiente, pas pour cette raison, mais parce qu'elle se plaignait de vertige. Donc, je me suis dit que je vais réaliser une séquence 6, qui est une 3D T2, haute résolution, et je l'ai centré sur les conduits auditifs internes. Conduits auditifs internes et le labyrinthe membraneux. Mais, comme j'oriente les coupes 6 qui passent par le conduit auditif interne, on doit les orienter en supraorbitaire. Donc on les oriente dans ce sens, pour tomber sur le canal semi-circulaire latéral, parallèlement au canal semi-circulaire latéral. Ici, c'est des coupes natives. Donc je me suis servi de ces images pour pouvoir explorer la région de mon anévrisme. Et qu'est-ce que ça a donné? Dans un article japonais, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'il faut réaliser des séquences 6 ou Fiesta après injection de produits gadolinés. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous les faites sans injection, vous n'arriverez pas à distinguer le contenu du sinus caverneux. Ici, je prends mes coupes perpendiculaires au diaphragme cellaire, et ici, je vais sur ma séquence coronale. Et ici, sur la séquence coronale, qu'est-ce que je vois? Je vois ici le chiasma optique qui va me servir de repère. Ici, je vois l'infundibulum, l'hypophyse. Je vois ici ma carotide interne gauche qui se divise en cérébrale moyenne et en cérébrale antérieure. Je viens ici vers mon segment communicante de C7, puis vers le segment C6. Et au niveau de ce segment C6, j'ai mon anévrisme qui est ici. Et qui comprime le nerf optique. Et ce segment ici C6, on remarque qu'il est complètement entouré de liquide cérébrospinal, donc il est complètement en situation intradurale. Et de plus, on voit qu'il est au contact du parenchyme cérébral, basifrontal gauche. Donc il est complètement en situation intradurale. Si je continue l'exploration de ma carotide, je vois qu'elle pénètre
dans sa portion du siphon carotidien C5 et C4, au niveau du sinus caverneux qui est tout à fait noir. Donc j'arrive pas à distinguer le contenu du sinus caverneux. Alors que si on avait injecté du produit gadoliné, il se serait discrètement rehaussé et on aurait facilement distingué le contenu du sinus caverneux du contenu liquidien franc des espaces arachnoïdiens et des carotides et de l'aspect vide de signal des carotides internes, ce qui nous aurait permis de distinguer, vous voyez ici une interruption du toit du sinus caverneux qui correspond probablement, très probablement, à l'anodural distal. Alors que là, vous voyez que vous voyez que le toit du sinus caverneux est complètement fermé par cette ligne fibrillaire vide de signal en hyposignal franc et qui s'ouvre à ce niveau pour laisser passer la portion carotidienne. Donc, un réflexe qui est de taille, qui est très important, c'est de toujours réaliser face à un anévrisme paraclinoïdien qui est de siège C5, de siège C4, C5 ou C6, réaliser une séquence 6, ou une séquence Fiesta, après injection de produits gadolinés, pour très bien analyser la région célaire et paracélaire. Si vous n'avez pas réalisé de séquence 6, ou si vous ne voulez pas injecter, vous pouvez réaliser des séquences T2 haute résolution en coupe fine avec un fauve réduit, tel qu'utilisé dans l'exploration de la loge hypophysaire, en plan coronal et en plan sagittal, pour pouvoir explorer et tracer des lignes pour pouvoir la projection des anévrismes. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est très important pour les neurochirurgiens et les neuro-interventionnels. Si l'anévrisme est intradural, ils vont traiter. Si l'anévrisme est extradural dans le sinus caverneux, ils ne vont pas traiter. Il y a des situations où l'anévrisme est dit transitionnel, c'est-à-dire qu'il est situé entre l'anneau distal dural et l'anneau proximal dural, c'est-à-dire qu'il est situé entre les deux portions, et dans ce cas, ça va prendre la même démarche thérapeutique que les intraduraux. Et il existe aussi les anévrismes de la cave carotidienne. C'est quoi les anévrismes de la cave carotidienne? Ce sont des anévrismes intraduraux, mais qui vont s'invaginer dans une cave qui est située entre la paroi célaire et entre le sinus caverneux, et qui vont donc pointer en dedans vers la ligne médiane ou vers l'hypophyse. Et de règle, on dit que tout anévrisme paraclinoïdien qui pointe en dedans et en bas est un anévrisme intradural jusqu'à preuve du contraire. Je sais que c'est compliqué, mais je ne pouvais pas faire de cours et de démonstration à la fois. Donc ça, c'est pour ce qui était de cette patiente. Je ne sais pas si vous m'avez compris sur cette fin, mais vous devez lire les articles qui se rapportent à l'anévrisme paraclinoïdien, car c'est une entité très particulière de par leur siège. C'est-à-dire on ne les aborde pas comme le reste des anévrismes. Ici, Ken Benoben. Bon, de toute façon, la conduite à tenir est claire puisqu'il y a un effet de masse, donc il faudra traiter, que ce soit intra ou extradural. Ici, c'est clairement intradural. Mais bon, pour le reste, j'ai décidé d'en parler puisque on est pratiquement dans la même région. Donc voilà tout pour ce cas qui était long, mais l'explication l'était. Mais je pouvais pas être plus explicite là-dessus. Donc j'espère que vous avez retenu les réflexes. Les réflexes, c'est de rechercher des hémorragies arachnoïdiens pour expliquer les céphalées ou pas. De très bien rechercher, de ne pas se contenter d'un seul anévrisme, de toujours rechercher un second, puisqu'ils sont dans 20% multiples, du mode de révélation qui pouvait être soit au niveau mode de révélation dans un dépistage, soit après une exploration d'une hémorragie sous-arachnoïdienne, soit lors d'un syndrome de masse, mais aussi et surtout, mettez-vous en tête que la séquence 3D TOF n'est pas une séquence morphologique, mais une séquence fonctionnelle, donc elle est sujette à des erreurs en fonction des flux, des turbulences des flux ou de ralentissement des flux. Utilisez la séquence Fiesta avec injection ou la séquence 6 avec injection de gadolinium pour
pour l'exploration des anévrismes paraclinoïdiens et je pense que, ou à défaut, utiliser les plans T2 paraclinoïdiens. Et je vais vous mettre en lien, en description ou en commentaire, les liens des articles que j'ai cités. Donc voilà tout, j'espère que ça a été clair. Je tiens à remercier beaucoup et énormément le docteur Bala, qui est radiologue interventionnel neurovasculaire, à qui j'ai soumis ce dossier pour avoir des conseils, pour avoir des notions pratiques, et il m'a été d'une aide très 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 grande. Je tiens à le remercier beaucoup. Ça a été toujours mon aîné, ça a été toujours un exemple au service, puisqu'on a fait le même service. Et masha'Allah, barakallahu fik ya ustad ya sheikh. Donc j'espère que je vous aurai été utile également via ce cher ustad. Et si vous avez des questions, posez-les. Si vous avez des trucs à me proposer, proposez-les. Et si vous avez des trucs à corriger ou des notions nouvelles à nous apporter, n'hésitez pas. Et je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, désolé, j'ai oublié de mentionner un point très important, c'est les images illustratives. Vous devrez, à la fin de l'examen, sélectionner les images importantes. Ici, par exemple, vous devrez donner au neurochirurgien, s'il s'agit d'un neurochirurgien qui prendra en charge la patiente, les images illustratives avec les mensurations, le siège de l'anévrisme exact, les mensurations avec le collet et tout, en utilisant des coupes MIP et non pas des coupes de rendu volumique, en lui montrant les différents plans qui lui serviront plutôt plus tard pour la prise en charge. Ouais, ici, les différents plans, vue supérieure, vue sagittale, vue en hauteur, les bandelettes optiques par rapport à l'anévrisme, les vues antérieures, les coupes légendées, etc. en vue axiale. Ici, il est rendu volumique, à savoir l'artère supracaverneuse, l'anévrisme, etc. Les vues antérieures, les vues supérieures, par exemple, qu'est-ce que ça donne en vue supérieure, puisque lorsque les neurochirurgiens opèrent, ils opèrent par vue supérieure, donc ils ont des vues anatomiques et non pas radiologiques. Donc il faudra leur donner toutes ces coupes pour qu'ils puissent se repérer dans l'espace avec ces coupes angiographiques et le fenêtrage angiographique. C'est toujours un plus et ça permet de mieux se repérer dans l'espace. Et vous pourrez également leur donner les rapports anatomiques avec le nerf optique, les jambes D, etc. Les coupes injectées, morphologiques, l'intégrité de la tige hypophysaire, l'intégrité des sinus, l'absence de rehaussement de parois sur la séquence 3D space, l'effet de masse sur le versant interne du nerf optique, la déviation du nerf optique, etc., etc. Donc tout ça, c'est important à préciser et à donner comme planche illustrative aux médecins référents. Bon, si c'est un neuroradiologue interventionnel, bon, il aura le CD, il pourra faire ça lui-même. Si c'est par contre un neurochirurgien, il aura besoin de tout ça pour pouvoir être confiant dans sa démarche et dans sa prise en charge thérapeutique. Et je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.